Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. On est extrêmement heureux de vous accueillir et d'accueillir évidemment Virginie Resson pour ce 4e Engage Call, un temps d'interaction, de questionnement, de construction de nos présents, de futurs désirables. Alors, les Engage Calls, c'est quoi? C'est un moment pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous interroger sur ce que nous vivons individuellement et collectivement. Et puis, c'est aussi un moment pour penser cette crise longue, traumatisante pour beaucoup d'entre nous, comme un temps de réinvention, de renaissance. Alors, on va dialoguer évidemment entre l'immédiat, le court terme, et puis le moyen et le long terme. Un temps que nous concevons comme un temps d'échange et puis un temps d'initiation de l'action. Alors, quelques points. La prochaine fois, nous accueillerons le 5 mai Fabrice Bonifay, qui est directeur du développement durable de Bouygues et président du G3D. Puis Gilles Boeuf, qui nous parlera de l'impact de l'impératif plutôt de la biodiversité. Gilles, qui a été président du Muséum d'histoire naturelle. Et puis ensuite, le 19 mai, on vient de le confirmer, on aura la chance d'accueillir pour un Engage Call spécial art le grand reporter, photojournaliste Reza, avec le violoniste soliste Romuald Grimbert-Barré, qui nous parleront de l'impératif artistique en ce temps de crise et dans cette réinvention qui s'annonce. Voilà, juste une précision, on a innové à partir de cet Engage Call avec Virginie. On vous proposera un temps d'intelligence collective dans à peu près 1 heure, à 19 heures. Alors malheureusement, tout le monde ne pourra pas y participer, c'est déjà totalement complet, dans lequel on commencera à travailler sur des pistes de solutions autour des grands enjeux qu'aura dessinés Virginie pendant son intervention. Encore un mot pour remercier nos partenaires qui nous rejoignent dans cette initiative, Ashoka, OnePoint, Flint, Civocracy, le C3D et LookSharp notamment. D'autres nous rejoindront prochainement. Et puis quelques points, on va dire, plus techniques de règles du jeu. Comme d'habitude, dans la première demi-heure, j'interviewerai Virginie et vous pouvez commencer déjà présent à vous poser des questions dans le chat. Certaines me seront remontées et puis comme ça, je pourrai vous les poser et les poser à Virginie directement. Et puis, durant la deuxième demi-heure, le micro vous sera offert, la parole vous sera offerte. Et donc, vous pourrez poser directement les questions à Virginie, aidée par Laura en coulisses, en levant la main et en posant directement vos questions. Voilà, Virginie, je suis absolument, évidemment, ravi de t'accueillir pour cette Engage Call. Peut-être première question que j'avais à te poser, c'est est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles dans ce contexte? On parle beaucoup de tout ce que, évidemment, la crise engendre, mais est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Toi qui es à la fois prospectiviste, chercheuse, et puis très connectée à tout ce qui se passe dans le monde et en Europe, quelles sont les bonnes nouvelles? Écoute, il y en a quand même plusieurs. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles, certes, mais il y en a quand même plusieurs. À l'échelle de l'histoire, déjà, c'est important de rappeler que bien qu'il s'agisse d'une pandémie, et pour certains d'entre nous, pour nombreux d'entre nous, c'est peut-être la première qu'ils connaissent. Les plus anciens auront connu la grippe de Hong Kong, mais l'épisode de grippe de Hong Kong, mais pour la plupart d'entre nous, c'est le premier épisode pandémique réellement qu'ils connaissent. Et en fait, quand on rapporte les chiffres de la mortalité et de la létalité de cette pandémie aux autres pandémies de l'histoire, on se rend compte finalement que le nombre de morts est relativement faible. Alors, bien sûr, il est beaucoup trop important. C'est quelque chose qui est difficile à dire quand on a perdu un proche dans sa famille ou dans ses amis. Il n'empêche que d'un point de vue statistique et d'un point de vue global, cette pandémie est beaucoup mieux contrôlée, beaucoup mieux maîtrisée que toutes les pandémies précédentes. Et c'est important de le rappeler. Ensuite, la deuxième bonne nouvelle que je retiendrai, c'est l'émergence de différentes et nouvelles solidarités. Alors, on a beaucoup parlé des solidarités au sein des quartiers, enfin, je veux dire, entre voisins, pour aller faire les courses, pour aider son prochain, mais il y a aussi d'autres types de solidarités. Moi, je retiens par exemple les solidarités intra-européennes pour le transfert des patients vers l'Allemagne, vers la Suisse, des choses qui n'étaient pas données au départ. Donc, ça, c'est plutôt l'idée qu'émergent en situation de crise différentes formes de solidarité est quand même une bonne nouvelle. Dans un monde extrêmement individualisé,
C'est même une excellente nouvelle. Mmh. Troisième bonne nouvelle, peut-être notre capacité à nous réinventer et surtout à nous adapter, à adapter rapidement, très rapidement nos modes de vie quand nécessité fait loi. Alors, on n'a pas eu trop le choix, mais il n'empêche qu'on voit quand même que il y a plein de nouvelles formes de créativité, de sociabilisation qui ont émergé très rapidement à la faveur de ce confinement. Et puis, on a fait quand même, il y a eu des changements tout à fait majeurs. J'ai lu le chiffre hier ou avant-hier que les Français, en 2 mois, ont économisé 55 milliards d'euros, ont épargné 55 milliards d'euros, ce qui est considérable et ce qui est quand même un énorme changement dans le mode de vie, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup moins consommé. Et puis… On a vu qu'une boutique pardon, je t'interromps, une boutique en Chine, dès le déconfinement, avait battu son record de vente. Donc, mais je reste sur ton élan positif. Absolument, mais en même temps, la reprise dans les commerces en Chine apparaît aussi comme beaucoup moins importante qu'elle n'était espérée par les autorités chinoises. Donc, c'est vrai qu'il y a des paradoxes, nous sommes tous pleins de paradoxes et nos sociétés aussi, mais il n'empêche qu'on a pu s'adapter. Avec plus ou moins de difficultés selon les situations, les milieux, les environnements, c'est certain, mais il y a quand même eu globalement une adaptation assez importante. La quatrième bonne nouvelle, c'est quand même aussi la prise de conscience au sein de nos sociétés de l'importance de certains métiers qui étaient pourtant jusque-là complètement dévalorisés. Je pense bien sûr aux métiers de soignants et en particulier aux métiers d'infirmières et d'aide-soignants. Je pense aux métiers de caissière, d'agents de nettoyage, de personnel dans les EHPAD, les personnels accompagnants dans les EHPAD, les chauffeurs de bus, les livreurs qui ont quand même risqué leur santé pour que la société continue de fonctionner. Or, quand on s'aperçoit très vite que ce sont des métiers qui sont économiquement peu valorisés et qui nous ont permis de tenir et de tenir aussi bien que possible. Et je note aussi qu'en majorité, ces métiers sont tenus par des femmes. Donc voilà, ça remet un petit peu des choses en perspective. Après, quelles conséquences on en tirera pour la suite, je ne sais pas. Oui, c'est ça, parce que Dominique Méda prévoyait peut-être un rééquilibrage, une inversion de l'équilibre des valeurs entre des métiers peut-être intellectuels, survalorisés, peut-être, et finalement ayant une contribution pas si énorme que ça. Et puis ces métiers-là, est-ce que ça va tenir dans la durée, ça? Alors, le problème, c'est que c'est quand même extrêmement difficile. À la boule de cristal. Voilà, c'est exactement, et que c'est extrêmement difficile. Tu opposes les métiers intellectuels à ces métiers-là, il y a aussi quand même il y a tous les métiers industriels et les métiers dans le commerce que je ne situe, enfin que on ne peut pas à proprement parler. Les métiers intellectuels, je suis bien placée pour pouvoir le dire, ne sont pas forcément les mieux rémunérés dans notre société aujourd'hui, loin s'en faut. Parlons-en aux profs, en particulier les enseignants. Si les métiers intellectuels étaient si valorisés, je pense que les choses seraient un peu différentes dans notre système d'éducation. Donc, non, on ne peut pas opposer les choses comme ça. Est-ce que ça sera durable? Je n'en sais strictement rien et c'est aussi ce que nous en ferons. Mais en tout cas, la prise de conscience, elle est là. Autre bonne nouvelle. Le fait que… c'est chouette. Autre bonne nouvelle, le fait que… alors, on a constaté maintenant, ce n'est pas des études approfondies, il faudra du temps pour vraiment avoir le recul, mais a priori, il semble que toutes choses étant égales par ailleurs, les entreprises où la RSE et les politiques de RSE étaient les plus développées sont aussi les plus résilientes. Celles où le dialogue social était le plus développé sont celles qui ont le mieux tenu et qui ont pu le plus facilement continuer de fonctionner. Donc ça, c'est intéressant aussi à réfléchir pour la suite. Tu as des exemples ou pas là-dessus? Ou c'est des études qui sont encore relativement… C'est plutôt des études que j'ai lues. Après, je connais, en l'occurrence, j'ai discuté avec 2 chefs d'entreprise qui sont dans des scopes et qui constatent ça aussi. Une espèce d'adhésion très, très, très forte et pour pour maintenir l'entreprise, son travail, etc. Or, il se trouve que pour connaître un peu ces entreprises, il y a pas longtemps, il y avait un sondage qui avait été effectué au sein des entreprises sur le bien-être au travail, l'appréciation de leur qualité de travail, etc., le dialogue avec les dirigeants, et tout ça était très positif. Donc, ce que j'ai lu dans les études, il se trouve, a été confirmé dans 2 cas que je connais. Maintenant, je ne suis pas… Voilà, on n'a pas beaucoup de recul encore en plus. Donc, non, exactement. Donc, et puis quand même, dernière bonne nouvelle, l'accélération de la prise de conscience d'un certain nombre de dirigeants économiques, justement,
et politique peut-être, en tout cas économique, sur la nécessité de modifier notre modèle. Enfin, le constat que la reprise ne pourra pas se faire sans modifier nos modèles nos modèles économiques, nos modèles de fonctionnement, nos modèles d'entreprise. Je ferai là référence à un article qui était dans la Tribune, à une tribune justement qui a été publiée dans la Tribune par les dirigeants des RO, du Centre des jeunes dirigeants et du réseau Entreprendre. C'est JD qui est partenaire d'Engage, oui, absolument. Ah, d'accord, je l'ignorais, et qui prennent la parole pour dire non, on ne pourra pas faire de relance sans prendre en compte une prise en compte réelle, plus approfondie des politiques de nos responsabilités sociales et environnementales. Alors, je ne veux pas casser l'ambiance, mais ça dépend quand même beaucoup entre les pays. Tout le monde ne parle pas de la même façon en Europe, d'une même voix. On a tous en tête peut-être la lettre que j'ai trouvée un peu inique du MEDEF, disant qu'il fallait reporter les engagements environnementaux, voire sociétaux, pour reprendre la bonne marche de l'économie, ce qui, moi, m'a considérablement choqué. Donc, la prise en compte, la prise de conscience, oui, mais enfin, il y en a pour qui c'est un peu plus dur quand même, non? Alors, tu as tout à fait raison en disant qu'à l'échelle de l'Europe, c'est différent, parce qu'on a vu aussi l'équivalent, enfin, 60 grands groupes allemands qui ont pris la parole aussi pour dire qu'il est hors de question que les subventions, les prêts, l'aide des États soient octroyés aux entreprises sans conditionnalité, en particulier environnementale. Donc on voit bien qu'en Allemagne, le positionnement n'est pas du tout celui qui a été des grands groupes allemands, n'est pas du tout celui qui est celui des entreprises du MEDEF, en tout cas la direction du MEDEF. Donc déjà, c'est intéressant de voir que ce n'est pas unanime. Mais par ailleurs, je rejoins ton propos sur la singularité de la déclaration de la lettre du MEDEF. Et parce que c'est tellement incompréhensible que j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce qui pouvait expliquer un tel décalage avec toutes les tribunes qu'on peut lire. Et puis ce positionnement-là qui paraît complètement décalé, voire aligné sur l'ordre ancien, alors que tout le monde se dit, y compris le chef de l'État, dit qu'il va peut-être falloir repenser les choses différemment. Et ça m'a ramené à un processus qui est le processus de deuil, que malheureusement je connais trop bien comme parcours, mais qui illustre bien les étapes qu'il faut franchir pour passer d'un paradigme, d'une situation à une autre, après la perte de quelque chose. Et en l'occurrence, on voit bien quand on analyse les 5 étapes du deuil, je rappelle, la première étape, c'est le choc. Ce choc, on l'a tous plus ou moins eu à des étapes différentes. Certains, ça fait très longtemps quand ils ont appris le processus de réchauffement climatique. D'autres, c'est très récent, c'est avec cette crise sanitaire. Le choc, c'est l'état de surprise dans lequel on est de voir l'interaction entre l'activité humaine et son impact sur la biosphère. Ensuite, deuxième étape du deuil, et on voit bien, donc on a eu ce choc à des étapes différentes. Donc forcément, la suite du processus se déroule de manière décalée. Après le choc, il y a la période de déni. On n'a pas envie d'y croire, on ne veut pas savoir, on ne veut pas voir. Et donc là, les exemples sont nombreux. Et on sait très bien qu'une partie de nos dirigeants économiques et politiques en étaient encore là jusqu'à très récemment et même avant la crise sanitaire. Et je pense à quelqu'un comme Donald Trump ou Bolsonaro, enfin ces gens-là, pour prendre les plus caricaturaux, ils y sont encore, d'entre eux sont dans ce déni absolu. Troisième stade du deuil, c'est la colère. Et cette colère, ça fait un moment qu'elle s'exprime. Elle s'est exprimée, par exemple, avec des mouvements comme Extinction Rébellion, avec les mouvements des jeunes à travers le monde. Elle s'est exprimée aussi sous la forme des mouvements d'extrême droite, qui sont une forme de colère vis-à-vis d'une situation qu'ils jugent une situation sociétale qui n'est plus conforme, alors plus liée peut-être au déclassement des classes moyennes, aux inégalités, etc. Mais on voit bien que cette colère multiforme se développait un peu partout dans le monde. Quatrième stade du deuil, c'est le marchandage, la négociation pour essayer de retarder les effets qui nous permettront de passer à l'après. Et alors là, c'est là que j'inscris la lettre du MEDEF pour moi. C'est ce stade de négociation. Je pense que les patrons du MEDEF ont tout à fait conscience
de ce qui se passe au niveau du lien entre l'environnement, les activités économiques et… Oui, je pense qu'ils ont été prévenus depuis quelques années, peut-être voilà. depuis 1953. Donc, il y a Voilà, pas mais longtemps. en revanche, ils sont encore dans la négociation pour reporter un certain nombre de décisions, pour mettre en place des moratoires faisant prévaloir la croissance économique avant la transition écologique. Après, la phase d'après dans le deuil, c'est la dépression, c'est la tristesse. Et cette dépression, là aussi, on la voyait déjà pour une partie de la population, en particulier chez les jeunes. Le refus d'avoir des enfants, typiquement, fait partie, pour moi, des signes de dépression. Les manifestations des jeunes… les médecins font état de dépression, c'est un nom, le nom m'échappe à l'instant, mais de dépression liée au réchauffement climatique et à la dégradation de l'environnement. Si quelqu'un peut nous retrouver le nom, tiens, ça nous intéresse. Voilà. Les cas se multiplient, donc ça existe. Et puis, la dernière étape, qui est celle de la nostalgie. Voilà, la nostalgie. Et puis, dernière étape, c'est celle de l'acceptation et de la reconstruction, qui est l'étape où on accepte finalement la disparition, on accepte que l'avant soit terminé et on passe à la mise en œuvre d'un après. Et donc, il y a des tas de gens qui sont, parce que la crise sanitaire révèle que des tas de gens sont prêts, sont à cette étape de l'acceptation, de la reconstruction, et d'autres non. Et c'est dans ce décalage que se crée tout le malaise, puisqu'effectivement, nous ne sommes pas tous au même niveau de ce deuil d'un monde, d'une croissance économique effrénée et d'un monde organisé tel qu'il était, tel qu'il est jusqu'à maintenant. Pour l'instant. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire une première chose, c'est-à-dire qu'il faut accepter les positions de chacun d'une certaine façon, avec compréhension. Parce que tu parles beaucoup de radicalité, toi, dans tes propos aussi. Et là, tu nous dis, puisque chacun est dans une phase différente, comment accueillir finalement ceux qui pensent tellement différemment parce qu'ils ont un niveau de conscience sur ces sujets qui est très, on va dire, différent, moins avancé. Ils ne sont pas au même stade du deuil et de la renaissance, en quelque sorte. En tout cas, ce qui est important, et dans les processus de deuil, chez certaines personnes, ça prend 10 ans, chez d'autres personnes, ça prend 2 ans, c'est très variable. Et il y a des tas de facteurs. Après, ce qui est intéressant à partir de ça, c'est de voir comment est-ce qu'on peut accélérer le deuil et écourter la période de négociation et de marchandage. Et c'est ceux qui sont plus avancés dans le deuil qui peuvent le faire, qui peuvent emporter ceux qui sont en arrière, par le récit, par le projet, par des propositions concrètes, etc. etc. Mais c'est à ceux qui sont plus en avant d'emmener ceux qui sont en arrière, plutôt que ceux qui sont en arrière d'empêcher le passage. Ce qui serait dramatique, et ce qui est tout à fait possible, mais ce qui serait dramatique, c'est que précisément ceux qui sont encore dans la négociation, le marchandage ou le déni ne permettent pas à tous ceux qui sont beaucoup plus avancés et qui sont dans l'acceptation et dans la reconstruction de poursuivre. Et c'est ça le risque aujourd'hui auquel on est exposé. Alors justement, pour nous laisser construire, qui nous laisse construire, on va dire, on va bientôt rentrer dans une phase, alors qui commencera fin mai, fin juin, en septembre. On ne sait pas exactement quand le déconfinement va s'organiser, on le saura progressivement. Et puis à partir de quand on va peut-être pouvoir penser un peu plus librement à l'après. Comment tu vois cette phase qui arrive, qu'est-ce qu'on va devoir affronter comme risque, notamment sur un plan géopolitique qui est aussi une de tes spécialités? Je vais essayer de faire court parce que la liste des risques auxquels nous sommes exposés est extrêmement importante. Il y en a, il suffit de lire les journaux tous les jours pour voir que… Je ne vais pas revenir, par exemple, je pourrais développer longuement, mais le risque de crise économique et sociale majeure est déjà largement développé. Et c'est plus un risque d'ailleurs, maintenant, c'est un fait. Ouais. C'est un fait, enfin c'est une certitude parce qu'on n'y est pas encore dans la mesure où on est encore confiné, mais l'explosion du taux de chômage… et la fermeture de très nombreuses entreprises. On sait dans les secteurs complètement sinistrés comme la culture, le tourisme, etc. Donc il y a quand même déjà cette certitude-là, ce risque-là, et le risque des conséquences de cette crise économique et sociale. Mais auparavant, à côté de ça, et j'y reviendrai sur ce risque-là, il y a le premier risque dont on parle un peu moins. On en parle sur le mode la deuxième vague de pandémie, mais rien n'interdit, en termes de probabilité, l'émergence d'une autre pandémie. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est arrivé avec le coronavirus aurait pu arriver il y a 1 an, aurait pu arriver il y a 6 ans. C'était un scénario qui était dans les probables. Il ne manquait en gros que la date et le lieu d'apparition du virus. Mais sinon, le scénario, il était à peu près écrit. Il a été écrit de nombreuses fois. Et le risque, il reste entier au lendemain d'une pandémie.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un virus qui est sorti aujourd'hui qu'on est immunisé et qu'on est protégé de l'apparition d'un autre virus ailleurs, etc. Et au vu de l'épuisement des systèmes sanitaires, sociaux, économiques, voilà. Donc ça, c'est et de notre psychologie qu'on a quand même déjà beaucoup pris depuis 2 ans. Donc, ouais. Voilà. Donc, mais ce qui est important, c'est de rappeler qu'il existe, de telle manière à ce que la réponse qu'on doit apporter aujourd'hui, elle doit prendre en compte cette éventualité-là. C'est pas se dire bon, maintenant c'est bon, on y est passé, donc c'est un peu comme un tsunami. C'est pas parce qu'il y a eu un premier tsunami que le deuxième n'arrive pas. En revanche, le deuxième peut être moins mortel que le premier parce qu'on a tiré les leçons du premier. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième risque qu'on ne peut pas. Alors lui, c'est plus qu'un risque, c'est une grande probabilité. C'est évidemment une autre crise sanitaire qui est celle liée aux pénuries alimentaires dans les pays en développement en particulier et les pays émergents aussi. C'est-à-dire le risque de retour de la faim. Les Nations Unies utilisent le terme de biblique, c'est dire l'ampleur qu'il voit venir. Enfin, il prévoit une crise absolument majeure et un retour dans la pauvreté en l'occurrence de centaines de millions de personnes. Tous les progrès qui ont été effectués depuis 10 ou 15 ans, ouais, ou 20 ans. Exactement. Un effacement, en gros, ils imaginent l'effacement des progrès réalisés déjà depuis 20 ans. Ils calculent que tous les progrès réalisés depuis 20 ans vont être annihilés finalement par les conséquences de cette crise et de la façon dont nous l'avons gérée. Hein, c'est les deux. Et or, à ces risques de faim, de famine, de crise, de pénurie alimentaire, on sait qu'on doit associer la possibilité de crise politique et sociale importante. On se souvient des émeutes de la faim dans le sillage de la crise de 2008. Eh bien, on peut imaginer que ces phénomènes-là se reproduisent de manière plus importante puisque, en l'occurrence, la crise sanitaire, alimentaire, etc. sera probablement beaucoup plus importante. Et associé à ces risques-là, il y a tous les risques migratoires. On se souvient de ce qui s'est passé, enfin, comment la crise en Syrie a mis sur les routes vers l'Europe des 15 millions de migrants. Donc, on peut très bien imaginer que c'est les crises au sud de la Méditerranée, enfin autour de la Méditerranée, au sud de la Méditerranée, produisent exactement les mêmes effets. Et puis aussi un risque de probablement, enfin, poussé à l'extrême, c'est un terreau possible pour la radicalisation religieuse. Et là, je pense évidemment au Sahel, qui est une région extrêmement vulnérable, où les réponses sont tout à fait insuffisantes, les réponses apportées pour aider les populations sont tout à fait insuffisantes, et qui évidemment sont exposées au radicalisme. Donc ça, c'est un premier scénario. Un autre scénario préoccupant, c'est celui qui serait le mouvement de repli durable des États. C'est un mouvement, il faut bien le rappeler. Il faut savoir quand même. Hein. Oui, mais c'est un mouvement qui précédait la crise. Il ne faut pas croire que c'est à cause de la crise qu'on a fermé les frontières. En fait, il y a eu une espèce d'effet d'aubaine, puisque cette fermeture des frontières était quelque chose qui était déjà une tendance et que la crise est venue légitimer et accélérer et amplifier d'une certaine manière. Le problème, c'est qu'elle est complètement contradictoire avec les solidarités internationales, les coordinations, la gestion des crises possibles, qu'elles soient environnementales ou sanitaires. Et donc, le repli, enfin, oui, c'est ça, le repli des États, le délitement du multilatéralisme sont des risques extrêmement importants compte tenu de la nécessité qu'il nous faut aujourd'hui de collaborer à l'échelle internationale, et plus exactement d'ailleurs à l'échelle mondiale, à l'échelle globale, pour réellement aborder les problématiques dans leur globalité, dans leur complexité. Donc ça, c'est la tentation du repli qui est très forte, très marquée, qui se manifeste de manière très marquée, est en réalité tout à fait contre-productive au vu des efforts qu'il va falloir développer pour prévenir d'autres crises et éventuellement les gérer. Enfin, évidemment, le risque de crise politique et sociale, je l'ai évoqué pour l'Afrique, mais y compris dans d'autres pays. Je pense au Brésil, je pense aux États-Unis. Si on prend le cas des États-Unis, c'est extrêmement troublant, puisqu'on a à la fois, et je ne hiérarchise pas, on a à la fois l'amplification des phénomènes d'inégalité avec une surmortalité des populations pauvres et en particulier des populations noires américaines. On a un conflit entre les autorités fédérales et les gouverneurs, c'est même, on peut parler d'une guerre ouverte. On a au même moment des mouvements d'extrême droite
qui sont de plus en plus pressants, de plus en plus visibles sur les réseaux sociaux et sur Internet, sous le terme bougalou. Ils ont triplé leur audience depuis le début du confinement. On voit bien aussi, oui, on voit ces manifestations d'extrême droite se multiplier, s'amplifier. On voit aussi, on se souvient qu'il y a 3 millions d'armes Voilà, tu me disais qui ça ont en été achetées au début à la veille du confinement. Donc, il peut y avoir un délitement de ce qui tient ensemble le projet américain et en même temps des armes qui circulent. On a le jeu très dangereux joué qui souffle sur les braises par Donald Trump et par certains médias. Ce délitement, il avait déjà commencé avant. Donc, c'est oui, ce que tu absolument. disais aussi. Mais là, ça l'accélère. Voilà. Ça l'accélère. Et si on ajoute à ça le fait qu'il y a des millions de chômeurs, des millions d'Américains qui se retrouvent au chômage et qui, pour le coup, n'ont plus rien à perdre désormais, et ils ont déjà essuyé la crise de 2007-2008, ce serait une nouvelle crise. Là, pour le coup, on a une société qui est très fragilisée et donc un vrai risque, je ne dis pas une probabilité, mais un vrai risque, un scénario possible de guerre civile ou en tout cas de chaos politique et social aux États-Unis qui pourrait avoir évidemment d'importantes répercussions. Ensuite, on a la même chose au Brésil, même si pour des phénomènes un peu différents. Enfin, les causes sont relativement semblables, mais avec des moyens différents. Mais on a quand même aussi en gestation une crise au Brésil extrêmement importante. Or, le Brésil, c'est un fournisseur, comme les États-Unis d'ailleurs, un fournisseur un producteur alimentaire et d'énergie majeur. Donc, des crises dans ces pays-là auront forcément des répercussions très importantes dans le reste du monde. Voilà. Et puis, en Europe, on a deux types de mouvements possibles. On a d'une part le risque de désintégration, enfin, en tout cas, de crise européenne majeure par absence de solidarité entre les États européens. Et on voit, les tensions centrifuges sont très fortes. Le Green New Deal est probablement reporté. On voit bien qu'il n'y a pas de convergence aujourd'hui vers le projet européen. Et on voit bien aussi que les solidarités financières et budgétaires ne fonctionnent pas à plein. Donc, cette tension est forte. Et puis, d'autres types de tensions au sein de certains États européens, et je pense à la France, où on peut quand même voir qu'il y a déjà 3 types de populations qui sont en grand désarroi d'une certaine manière. Il y a évidemment les populations des banlieues des cités, et là, il y a récemment, plusieurs maires ont fait état des tensions très fortes qui règnent aujourd'hui dans ce qu'on appelait les banlieues, dans les périphéries des villes et dans les milieux les plus modestes. Donc, ça, où le taux de chômage, qui était déjà le plus élevé, risque d'augmenter encore. On a ensuite une deuxième population qui est les petites classes moyennes, qui sera sans doute le plus touchée par, évidemment, les mesures de licenciement. On sait qu'il risque d'y en avoir d'importants, et qui avait déjà un sentiment d'être abandonné. C'est aussi là qu'est né le mouvement des Gilets jaunes, avec l'ascenseur social qui ne fonctionnait déjà pas. Alors là, évidemment, il est encore plus difficile dans ces périodes de crise. Et puis, troisième population, les jeunes. Les jeunes qui risquent de ne pas trouver, eux aussi, touchés par la crise de l'emploi, sous-représentés dans les instances publiques et qui savent qu'ils vont avoir à gérer bientôt une dette économique et une dette écologique tout à fait majeure. Donc, on a 3 populations qui n'ont plus grand-chose à perdre. Ça, c'est extrêmement pareil. Au niveau politique et social, c'est potentiellement assez explosif. Les jeunes peuvent aussi provoquer une bascule positive, en quelque sorte. Ils n'ont plus rien à perdre, essayer de provoquer la société qu'ils ont envie de faire naître. Le temps tourne. Je voudrais qu'on ait du temps, évidemment, pour les questions-réponses. Mais du coup, alors, quelles sont, non pas je ne vais pas dire solutions, mais quels sont les grands chantiers qui arrivent, qui nous sont ouverts? Sur quoi on va devoir porter notre action, notre vigilance et puis notre action? Précisément, il y a un grand chantier et dans lequel on peut voir plusieurs sous-chantiers. On peut sectionner en plusieurs chantiers. Le grand chantier, c'est finalement de réinventer un projet assez convaincant, un projet positif, assez convaincant qui va fédérer aussi bien les régions que les États et les Europes et répartir finalement le rôle de chacun. Qu'est-ce qu'on va gérer au niveau de la région, de l'État et de l'Europe et que ça soit un projet cohérent où on ne soit pas en mise en tension mais en convergence avec un principe de subsidiarité assez à mettre en place et tout le récit qui va avec. Il nous faut avoir le récit de ce projet, un récit qui soit ni celui de l'effondrement, ni celui
de la continuité, enfin on va dire techno-capitaliste, c'est-à-dire où finalement la croissance économique et la technologie vont nous sauver de tous les périls. On voit bien aujourd'hui que ça ne suffit pas, que ça ne fonctionne pas pour nous sauver d'une crise sanitaire. Et c'était en gros les deux principaux récits disponibles avec Il y a celui de l'autoritarisme quand même. Oui, c'est celui que j'appelle le déni. Et donc, il reste la place pour un quatrième récit, un troisième ou quatrième récit, qui est ce récit finalement d'une société réinventée où on met en place, on réorganise les solidarités et on met en place une gestion intelligente, une gestion partagée des biens communs, que sont les ressources naturelles, et ce, dans l'intérêt général. Et donc, c'est ce récit-là qu'il faut arriver à écrire, à produire, j'allais dire, et en démontrant qu'il est opérationnel. À partir de là, il y a des chapitres dans ce récit. Et dans le désordre, hein, je pense à un chapitre, le chapitre de la souveraineté numérique, par exemple, qui est un chapitre, un chapitre que l'Europe devrait ouvrir dans son projet. Je dis ça parce que la crise sanitaire a révélé notre dépendance accrue, évidemment, notre entrée dans le numérique, dans l'ère numérique, dans notre intimité, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale désormais, et ça risque d'être durable. Or, ce fonctionnement numérique de nos sociétés dépend pour l'essentiel d'opérateurs et de plateformes qui ne sont pas en Europe, qui sont aux États-Unis. On le voit avec la question de l'application Covid. Absolument, absolument. Et donc, on a quand même un vrai problème, un enjeu de sécurité, mais aussi un enjeu économique. C'est très troublant de voir qu'aujourd'hui, les plus grands donateurs pour le vaccin, enfin parmi les plus grands donateurs pour financer la recherche du vaccin contre le Covid, il y a précisément les opérateurs, que ce soit patron de Twitter ou Gates, Bill Gates, etc. Et donc, ça veut dire que ces plateformes ont acquis une puissance réelle absolument monumentale et qui nous met en dépendance. Et comme elles sont concentrées pour une partie du monde en Chine et pour l'autre partie aux États-Unis, je trouve ça très troublant que finalement nous n'ayons à ce point pas prise sur ces technologies-là. Et et tous les enjeux de sécurité qui vont avec. Ensuite, deuxième grand chantier, c'est celui des indicateurs économiques, indicateurs sociaux, parce qu'à partir de ces indicateurs, on peut redistribuer, établir des responsabilités. De quoi je veux parler ? Je parle de l'indicateur qu'on a utilisé jusqu'à présent et qu'on continue d'utiliser pendant la gestion de la crise et tous les jours, c'est le PIB. Voilà. Et finalement, la grande menace, c'est le recul de la croissance. La récession est forcément vue de manière négative. Or, la récession, si on la place à court terme, à moyen terme ou à long terme, elle a des impacts très différents, que ce soit en termes social, économique, environnemental. Et donc, on n'a toujours pas d'indicateur qui arrive à intégrer le long terme, à ramener le long terme dans la décision de court terme, qui arrive à intégrer les externalités positives et les externalités négatives de nos décisions économiques et politiques. Et ça, c'est vraiment absolument indispensable, puisqu'on sait que aujourd'hui, telle qu'est calculée la croissance, c'est une croissance qui est écologiquement prédatrice, qui atteint la biosphère. Et tant qu'on n'a pas déconnecté le mieux économique de la prédation des ressources, on ne pourra pas s'en sortir. On restera dans cette contradiction très forte. Et donc, cette recherche d'indicateurs permettra, à partir de là, à partir du moment où on intègre les externalités, on peut trouver des systèmes de redevabilité, de responsabilité. Si on est responsable des émissions, du CO2 qu'on n'émet pas, par exemple, on est tenu à des objectifs de non-émission, de non-prélèvement, d'économie circulaire. Il y a des tas d'indicateurs qui sont déjà parcellaires et disponibles, mais qu'il faut arriver à intégrer pour converger vers une nouvelle comptabilité, finalement, écolo-économique, si je puis dire. Autre chantier très important, c'est celui du contrat social entre les générations, très important dans nos sociétés européennes, puisque là aussi, on voit bien tout le débat que cette crise sanitaire a fait ressortir, puisque tout l'arbitrage qui a été fait a été de sauver des vies à tout prix. Ces vies, pour une grande majorité d'entre eux, était la vie de personnes plus âgées. Oui, je vais être un peu provocateur, mais ce qui est vrai que le chiffre qui circule, c'est que la moyenne
l'âge de la mortalité de 84 ans en France. C'est ça? Oui, alors, oui, absolument. Alors, mais même si c'était 78 ou 82, enfin, en tout cas, on sait que ça atteint principalement, ça, c'est ce virus, ce coronavirus, cible principalement des personnes déjà fragiles par ailleurs ou plutôt âgées. Ça ne veut pas dire qu'on est immunisé si on est jeune et en bonne santé. Ça veut dire mais quand même, la létalité, la mortalité, pas la morbidité, mais la létalité de ce virus concerne surtout ces populations-là. Et donc, on a fait tous les arbitrages de société en fonction de ça. Des arbitrages n'ont jamais été discutés. Mais dans un pays où la population vieillit, il est important de savoir comment est-ce qu'on fait ces arbitrages économiques, sociaux, sanitaires, pour qu'on prenne soin des plus âgés sans combattre la mort à tout prix, c'est ça? Oui, et puis c'est surtout sans entamer le capital des plus jeunes. C'est-à-dire quand même que y a un problème de sous-représentation des jeunes dans les arbitrages, qu'ils soient économiques et politiques, dans la mesure où, un, ils votent moins, deux, ils sont moins nombreux. Donc, dans le corps électoral, leur part diminue. L'âge moyen des votants en 2050, si je me souviens, en France, ça devrait être 56 ans, ce qui est extrêmement âgé. Donc, ils sont beaucoup moins présents dans les arbitrages, dans les instances de direction. Avec l'allongement de la durée du travail, ils prennent des postes à responsabilité de plus en plus tardivement. Et donc, leurs intérêts sont beaucoup moins défendus finalement que ceux de personnes plus âgées qui sont mieux représentées. Donc il y a un vrai débat sur les solidarités intergénérationnelles, solidarité économique, et toute forme de solidarité d'ailleurs, hein, qui est à revoir, d'autant plus qu'on va sans doute aussi revoir le modèle d'EHPAD, dont on voit que ce n'était pas forcément la meilleure des solutions pour préserver la santé de nos... On a peut-être moins de solidarité familiale ici en France que dans notre pays du Sud. Absolument. Sujet. Donc ce débat sur le contrat intergénérationnel devra avoir lieu et pourra être extrêmement riche et extrêmement intéressant et révélateur là aussi de nouvelles solidarités. Et puis, bien sûr, le modèle de gouvernance, là, qui est extrêmement important, qui va avec tout le reste, c'est-à-dire qu'on reste dans un système très pyramidal, alors qu'on voit que les régions sont en train d'émerger comme interlocuteurs, comme agents de solidarité, etc. On le voit au niveau des villes, au niveau des départements, au niveau des régions. On dispose aujourd'hui de nouveaux outils qu'on mettrait de mieux en mieux en termes d'intelligence collective. On a des chambres de réflexion, je pense au CESE par exemple, au Comité économique, social et environnemental, qui intègre le long terme justement dans sa réflexion, là où c'est beaucoup moins vrai dans les deux autres chambres. Donc on a quand même des tas d'outils pour mettre en place une forme de gouvernance qui préserve mieux le long terme par rapport au court terme et en ayant soin d'avoir une gestion globale et non pas verticale des problématiques, une gestion transversale. On voit bien qu'une crise sanitaire, c'est à la convergence de contraintes économiques, de contraintes environnementales, de contraintes hospitalières, de contraintes sociales, en fait, il faudrait convoquer à peu près de questions sécuritaires. En gros, on a absolument toutes les disciplines qui devraient être convoquées dans la gestion d'une telle crise pour faire les arbitrages. C'est pas cette transversalité et cette façon de gérer les choses en intelligence collective, elle s'apprend à l'école. C'est aussi à l'école qu'il faut rebâtir une façon nouvelle de penser et de construire la société de demain, non? Alors là, on est absolument d'accord, Jérôme. Et j'allais dire, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, parce que c'était le dernier chantier que je voulais évoquer, qui est le chantier de l'éducation et de la formation. Il est absolument urgent, important, essentiel de repenser nos modèles d'éducation, de moins les centrer sur les savoirs, parce qu'en plus les savoirs ils sont disponibles en ligne et on vient de le vérifier avec la crise, que nos enfants ils peuvent acquérir, on s'est rendu compte qu'il y a plein d'espaces, plein de possibilités pour acquérir les connaissances. En revanche, ce qu'on a pu vérifier aussi, ce qui ne marche pas, c'est précisément le collectif. La réflexion collective, elle doit s'apprendre. Quand on sépare les enfants, c'est beaucoup plus compliqué de le faire puisqu'ils n'ont jamais appris. Et donc, dès qu'ils sont en distance sociale, ils ont beaucoup de mal. Or, toutes nos problématiques sont des problématiques complexes. Donc, au lieu d'apprendre les maths, la physique, le français, etc., peut-être qu'on pourrait réfléchir aujourd'hui à apprendre à gérer des situations, gérer des problèmes, de gérer ensemble, au lieu de continuer à noter les enfants individuellement. On peut peut-être davantage accorder d'importance aux travaux de groupe, etc. Il y a un énorme chantier qui est passionnant
et qui peut être mise en œuvre au début, en tout cas pour le lycée et les universités. Puis après, on peut remonter dans le plus tôt. Mais en tout cas, voilà, il y a des projets fabuleux à mettre en œuvre. C'est ce que fait Florence Rizzo avec SynLab notamment, en essayant de gérer par projet pour les collaboratifs, ce que c'est François Tadei au CRI, au Centre de recherche interdisciplinaire. Ça, c'est c'est ce qu'on essaye de faire modestement en Langage University. Mais en fait, il faudrait démultiplier Virginie Resson, c'est ça la situation, et la mettre dans toutes les salles, dans tous les lycées. Ça n'engage que toi, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que la prospective est une discipline qui devrait être absolument, enfin pour moi, à mon sens, ça devrait être je prêche pour ma paroisse, mais pas seulement. C'est comme la démographie, il y a certaines disciplines qui devraient être enseignées et quasiment obligatoires. Il est très important d'apprendre à gérer le complexe. Et la prospective le permet, puisqu'elle permet de paramétrer, de modérer, et c'est extrêmement… Aujourd'hui, la grosse surprise finalement de cette crise, c'est pas tellement la pandémie. On dit c'est une grosse surprise. Non, comme je le disais, il y a des tas de scénarios. Beaucoup de prospectivistes avaient travaillé sur ce scénario-là. La grosse surprise, c'est notre impréparation, c'est-à-dire notre incapacité de prendre en compte ces scénarios et de les intégrer dans les politiques publiques. C'est encore plus inquiétant pour le climat peut-être, parce que là, pour l'instant, on n'a rien préparé du tout. On n'a pas préparé de scénario d'adaptation à la crise climatique. D'où l'importance de mettre en chantier ce récit. Absolument. Et d'où l'importance de mettre en chantier ce récit et de le faire émerger. Allez, question des auditeurs. Levez la main, c'est assez simple. Vous levez la main quand vous avez… Voilà, directement. Pablo. Question courte, je suis désolé, j'étais un peu tardif. J'aurais dû t'interrompre, mais j'en avais pas envie parce que je trouvais ça passionnant. Donc, question de Pablo. Laura, si tu veux ouvrir le micro de Pablo, voir la caméra. Pablo, nous t'écoutons. Est-ce qu'on a Pablo? Pablo, ton micro? Sinon, s'il y a une autre question qui apparaît, on la prendra. Ouais. Ah, ça y est, voilà, on a Pablo. On t'écoute, Pablo. Ça fonctionne. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Et bonjour Madame Resson. C'est déjà l'année dernière à Cazouk-Dérault, vous étiez venu faire une conférence très intéressante. Voilà. Donc, vous êtes viticulteur, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est bien ça. C'est mouvant là. En bio et en agroécologie, par très bien. Bravo. Donc, on essaye de faire évoluer les pratiques dans le monde agricole aussi. La question, et puis je fais désormais partie du pacte civique Cœur d'Hérault, voilà, que vous connaissez également. Ma question, c'était un petit peu de savoir, parce qu'on nous propose beaucoup de choses là en ce moment. Il y a énormément de tribunes, de pétitions, de propositions. Là, il y a notamment nous les premiers avec Cyril Dion et beaucoup d'autres. Il y a la proposition pour fonder un nouveau CNR, un Conseil national de la résistance, des pétitions pour relancer la sécurité sociale, limiter le transport aérien. Il y a même beaucoup de députés, notamment ceux de la majorité, qui proposent une consultation. Il y a la Convention citoyenne du climat qui rend des travaux un peu plus précocement. Il y a la pétition Plus jamais ça, bien sûr. Il y a l'an 01 avec François Ruffin. Enfin, Pablo, ta question. Alors, du coup, je voulais savoir si, Virginie, vous aviez un avis par rapport à toutes ces choses-là. Est-ce que vous en trouvez certains plus pertinents que d'autres? À votre avis, par quoi il faudrait commencer pour avoir le plus d'impact et ne pas se retrouver dans l'impasse et vraiment faire évoluer les choses? Comment s'engager, quoi? Allez. C'est une super question à laquelle c'est dommage que vous la posiez parce que j'ai pas la réponse. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, la très bonne nouvelle, c'est les fusions, c'est-à-dire la réaction. C'est que c'est très à susciter et en plus en temps de confinement et donc de ralentissement pour certains, parce que c'est pas le cas pour tous, faut pas non plus. Mais ça a permis effectivement à beaucoup d'initiatives d'émerger et ça c'est une très bonne nouvelle. Ce qui est déroutant, c'est le nombre. Et surtout quand ça va dans le même sens. On se dit, mais comment ça se fait qu'ils vont tous dans le même sens et ils ne sont pas ensemble? Alors ça, c'est troublant. Maintenant, il faut savoir gérer le « et » plutôt que le « ou ». On n'est pas obligé de choisir. Hein. On peut très bien rejoindre plusieurs initiatives. Et puis, il faut voir qu'il y a des initiatives qui sont locales, d'autres régionales, d'autres nationales, Donc, moi, je suis pour le « et » plutôt que le « ou ». Et après, c'est des choix très personnels. C'est-à-dire qu'on va avoir des sensibilités plus ou moins soit sectorielles. Il y a certains qui vont être sur des choses, sur certains secteurs. D'autres, c'est plus large. C'est plus des projets de société. Ça peut être… Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette profusion. De toute façon, avec le déconfinement, avec le temps et le déconfinement, les choses aussi vont… décanter. Vont décanter, on va voir émerger certaines forces plus importantes que d'autres. Donc, mais pour l'instant, offrons-nous le luxe de l'abondance d'idées, d'énergie et de désir de changement.
La saine dispersion. Merci. Question d'Andrea. Laura, on va essayer d'un garçon, fille, en équilibre. Voilà, il y a toujours un petit décalage. Andrea, ah ben non, Andrea est un garçon. Pardon. Andrea, on t'écoute. Andrea Garçon, merci pour cette opportunité. Bonjour Virginie. Bonjour. Je connais déjà. Donc, parmi toutes ces solutions, y compris celle citée par Pablo à l'instant, dans la situation dans laquelle on s'achemine, on va être un petit peu à court de ressources, notamment dans les pays les plus fragilisés. Comment remettre en route le multilatéralisme, comment remettre en route des solutions qui soient véritablement globales dans la situation qui va se présenter, c'est-à-dire la deuxième vague qui sera économique, etc. Donc, qu'est-ce que tu en penses sur les solutions les plus rapides à mettre en place pour relancer le multilatéralisme efficace de terrain? Là aussi, c'est une Pas question simple, ça. Ouais. C'est une question super difficile. J'aurais du mal à répondre parce que les forces anti-multilatérales à l'œuvre sont extrêmement puissantes. Hein, plus que jamais, ouais. Et en plus, avec un effet collatéral d'engouffrement par la Chine. C'est-à-dire que tout l'espace qui est laissé par les États-Unis aujourd'hui dans les instances multilatérales, on voit bien en même temps que la Chine essaye d'investir de plus en plus de postes au sein de la direction des Nations Unies, et puis fait quasiment une politique d'aide avec le masque, en envoyant ses médecins, etc. Donc il y a et tout ça pour pouvoir investir le multilatéralisme avec les propositions chinoises qui ne sont pas forcément les propositions que les Européens voudraient retenir, hein, en termes de droits de l'homme, de surveillance, etc., etc. Donc il y a un vrai risque. Maintenant, la vraie question du multilatéralisme, enfin une des questions principales, centrales, c'est celle de sa représentativité au niveau du Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'on sent bien que le Conseil de sécurité tient le reste et le Conseil de sécurité est complètement obsolète dans sa composition, évidemment. Donc ça, c'est une première chose et je ne vois pas trop comment les choses peuvent évoluer dans un avenir prochain. Après, c'est pour ça que moi, je pense que réinvestir la plateforme européenne serait encore d'une part, enfin, serait le plus accessible et le plus pertinent pour l'instant. Parce que c'est la seule force d'opposition, c'est ça? Parce que c'est presque la seule force qui puisse défendre le multilatéralisme aujourd'hui. D'ailleurs, en son sein. Oui, déjà en termes de modèle à l'intérieur. Ensuite, en termes d'écriture de projet, c'est-à-dire de formulation d'un projet. À l'échelle historique, le projet européen, il est complètement obsolète vis-à-vis des besoins de la population aujourd'hui. Mais le projet européen qui a été élaboré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour pacifier le continent, et puis qui a eu un deuxième temps avec les 4 libertés, liberté de circuler, d'échanger, etc., dans les années 90, ce projet-là, il ne convainc plus parce qu'il est daté. Enfin, je veux dire, il ne correspond plus aux besoins aujourd'hui. Et donc, il est absolument indispensable d'inventer la troisième phase du projet européen. Et dans cette invention-là, il y a probablement des choses qui peuvent servir au reste du monde, j'allais dire. Hein, puisque de même que la conception de l'Union européenne avait inspiré d'autres projets multilatéraux, donc régionaux en tout cas. Ouais. Donc c'est investissons l'Europe déjà. Oui, investissons l'Europe. Pour moi, ça serait mais ça ne suffit pas, hein, on est bien d'accord. Mais on ne peut pas maîtriser aujourd'hui, on ne peut rien attendre des États-Unis. On ne pourra pas attendre grand-chose. Avant un an. Voilà, et d'autres non plus. Donc, le seul espace qu'on peut investir de manière le plus efficace possible aujourd'hui, c'est encore l'échelle européenne. Merci Virginie. Je prends la question de Florence, peut-être sur les ODD, si j'ai bien lu dans les commentaires, et la question du récit, peut-être une autre. Florence, the stage is yours. Ah, Florence, on n'arrive pas à accéder. Ah si, voilà. Florence qui bascule en speaker. Ça prend toujours un petit décalage, je ne sais pas exactement trop pourquoi. Mais enfin, ça arrive. Florence, es-tu là? Florence est partie. Si Florence est partie, on la reprendra juste après. On peut passer à la question d'Isabelle, peut-être? Petit problème technique, je ne sais pas ce que c'est. Alors, voilà, Isabelle, on t'écoute. Isabelle? Oui.
Vas-y, on t'écoute, Isabelle. Oui, j'avais été déconnectée. Oui, ben, en fait, je trouve qu'il y a de très belles initiatives un peu partout quand même, mais elles sont souvent assez éparpillées. Et je sais aussi que l'on peut trouver la bonne information dans des supports si on veut aller chercher les informations positives. Ouais. Par contre, je trouve que il y a peu de relais au niveau des grands médias comme la télévision, etc., pour toucher un grand public, pour permettre de faciliter les changements de paradigme. Ouais. Donc, et je sais que c'est pas si facile que ça. Est-ce que vous avez des idées sur des actions qu'on pourrait mener pour favoriser et toucher un plus grand large public sur les actions à mener? Ça rejoint la question du récit peut-être, éventuellement, Virginie. C'est sûr que la diffusion du récit est un enjeu majeur. Non seulement il faut le produire, le faire émerger, le construire, le co-construire en allant auprès des gens. C'est pas en allant auprès des entreprises, auprès des gens qui vivent en milieu rural, en milieu urbain, en périphérie, etc. Aller vers les territoires, vers les représentants. Donc ça, c'est un premier travail. Et puis, et après, il y a la restitution. Sur le problème des canaux, je ne sais pas. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait que le fait que les médias préfèrent les mauvaises nouvelles aux bonnes. Néanmoins, ça bouge un peu. Mais je pense qu'il y a de plus en plus, quand vous allez dans un kiosque, de plus en plus de revues sont des revues plus ou moins locales. Il y a des magnifiques magazines à l'échelle nationale, puis d'autres plus locales, qui relaient des bonnes nouvelles. Je pense à une revue qui s'appelle Tout va bien à Lyon. Il y a So Good là, qui vient de partir. Mais en fait, il y en a plein d'autres d'ailleurs. Ils ne viennent pas à l'esprit tout de suite, mais il y a de plus en plus de médias consacrés dont la vocation est de relayer les solutions, les bonnes nouvelles, les choses positives. Donc après, c'est à soi d'aller trouver ces médias-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus être complètement passif. On parlait de tout à l'heure, son prénom m'échappe, mais le personne qui était de Casuldero parle du pacte civique. Après, il y a tout le tissu associatif qui est un tissu d'information et qui est très important et qui est un tissu d'information qui relaie aussi. La société aussi, oui. Après, il y a Internet. Malgré tout, il y a aussi un enjeu générationnel. Vous parliez de la télévision. La moyenne d'âge des gens qui regardent la télévision, c'est 55 ou 60 ans, je ne sais plus. C'est l'âge des votants, 50. Ouais. Comment ? C'est l'âge des votants 2050. Voilà, c'est ça. Et par conséquent, si vous interrogez des personnes plus jeunes, ils n'auront pas les mêmes canaux d'information. Donc là, tout l'intérêt, il faudra passer par Snapchat, je ne sais pas, ou par Pinterest. Donc il faut savoir aussi investir soi les différents réseaux, les différents relais d'information qui ne sont plus ceux avec lesquels on a grandi quand on est baby boomer, pour aller très vite. J'ai vu la question de Florence. Oui, Vanessa, tu as bien raison. Isbeck Erika, oui, demain, reporter. Oui, bien sûr, oui. Tous ceux avec qui on travaille et qu'on aime beaucoup. Petite question qui revient pour rebondir à la question que je voulais poser Florence, mais qui n'a pas pu prendre la parole, pour raison technique. Du coup, est-ce que les ODD, même s'il y a une dimension un peu technique, c'est un moyen de communiquer, d'entraîner, de sensibiliser? Est-ce que ça peut faire rêver en quelque sorte les ODD? Les ODD, alors ils restent, alors je me demande bien, c'est marrant. L'objectif de développement durable de l'ONU, pardon. Oui, pardon. Ce qui est intéressant dans les ODD, c'est que même si on a peu d'illusions sur le fait qu'ils soient réalisés, atteints, qu'ils soient atteints à l'échéance fixée par les Nations Unies, néanmoins, ils fixent un cap et ils fixent une direction. Et effectivement, en ce sens, c'est tout à fait assimilable à un récit. Oui. Un récit, il vous dit, voilà, notre projet, c'est ça, et voilà les moyens pour y arriver. Et les ODD font partie de ça. Mais ce n'est pas suffisant, parce que les ODD, ils fixent des objectifs, ils ne fixent pas forcément tous les moyens pour y arriver. Ensuite, ils ne se projettent dans les ODD quand même que, pour l'essentiel, les pays émergents et les pays en développement, puisque l'alphabétisation ou l'accès à l'eau potable, etc., sont des objectifs qui sont déjà atteints dans les pays industrialisés ou même dans une grande partie des pays émergents. Par conséquent, dans ces pays-là, on n'est pas mobilisé par les ODD.
on l'est à titre de pourvoyeur d'aide, de solidarité, mais on ne l'est pas opérationnellement, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, il faudrait que… c'est là où il manque ce récit, le récit qui répartit, j'allais dire, le projet en fonction de la situation de développement au niveau économique, etc. Mais c'est vrai que fixer des objectifs, des caps clairs, ça participe d'un récit. C'est extrêmement important parce que ça mobilise, c'est comptable, on a besoin de savoir compter, on a besoin de mesurer. Et de fait, il y a quelques objectifs, et je parlais de l'alphabétisation, qui sont des objectifs qui ont bien progressé. Alors, pour certains, on est encore très loin du compte, mais par exemple, pour l'alphabétisation, c'est un des objectifs qu'on a le plus progressé. Maintenant, malheureusement, on peut redouter que la crise qui s'amorce, puisqu'on est vraiment qu'au tout début de la crise, fasse reculer, fasse faire un bond en arrière aux objectifs du développement durable. Allez, restons sur une note positive. Quels sont tes présents et tes futurs désirables, du coup, Virginie? Demain et après-demain, c'est quoi? Mes futurs désirables, personnellement, à part d'aller faire une grande balade à la campagne et d'aller respirer l'air de la nature, le grand air, ouais. Je suis confinée dans un centre-ville, et de revoir mes amis, franchement, vraiment, de les embrasser, pour utiliser un terme quasiment tabou aujourd'hui. Non, plus sérieusement, mes futurs désirables, c'est d'avoir les moyens de participer à la construction, à l'écriture de ce récit. C'est vraiment quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps en plus. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de recherche, une équipe et des moyens. Et donc, mon grand rêve, mon futur désirable, c'est de pouvoir contribuer à plein temps à élaborer ce récit. Oui, ça contribue à plein temps à écrire le récit. Alors, il y a une autre façon de construire le récit. Enfin, le récit, je vais dire différemment. Le récit passe aussi par l'art, par la création artistique. C'est pas pour rien que tu es devant ce tableau. On t'avait demandé des œuvres d'art ou une œuvre d'art qui te rappelait, qui te connectait à ce qui se passe ou à tes envies. Tu as choisi à la fois ce tableau derrière toi et le concerto L'Empereur pour piano de Beethoven. Tu peux nous dire pourquoi? On va entendre rapidement ce concerto. J'espère qu'on va pouvoir l'entendre. En tout cas, peut-être nous expliquer pourquoi cette œuvre et pourquoi cette picturale et pourquoi ce concerto. Alors, l'œuvre, c'est celle de Shepard Fairey, qu'on connaît aussi sous le nom de Obey. En fait, c'est du street art, hein, c'est de l'art de la rue au départ. Il a commencé, même si je me souviens bien, en faisant les peintures, les décorations sur les planches de surf, les planches de skateboard, etc. Absolument. Ah, c'est ça. Et puis, il a développé, maintenant il fait beaucoup plus d'art urbain, de fresques urbaines et des lithos. Et donc, ce que vous voyez derrière moi, c'est une de ces lithos. Et j'aime beaucoup cet artiste parce que précisément, il met en regard dans ses œuvres, dans ses compositions graphiques, toutes nos contradictions et toutes les limites de nos modèles. Il y a en même temps l'idéalisme, l'utopie, et en même temps la réalité la réalité. Voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aime énormément ce qu'il fait. Et pardon, je m'étais trompé. Ce qu'on était en train d'entendre, c'est le Köln Concert de Keith Jarrett. Oui, absolument. Parce que tu avais changé. Tu m'avais dit l'Empereur, voilà. Après tu as changé. Alors, au départ, j'avais pensé le concerto pour l'Empereur, qui en fait n'est plus le concerto pour l'Empereur, mais le concerto numéro 5 de Beethoven, parce qu'il est né, il met en opposition, ce concerto, c'est un des premiers à mettre en opposition aussi, de manière aussi forte le piano, enfin le soliste et l'orchestre. L'individu par rapport au groupe. Et je trouvais que la métaphore était très belle parce que c'est cette espèce de rapport entre l'individu et le groupe, le projet personnel et le projet collectif. C'est une des clés de l'avenir qu'on doit construire. Quel rapport on établit, quel contrat. Donc ça me plaisait beaucoup. Et puis parce que c'est aussi un concerto qui a été écrit en admiration de Bonaparte, de la révolution qui arrivait, puis finalement, en tout cas la légende le dit, on ne sait pas si c'est complètement vrai, et finalement qui a été dénommé, débaptisé, parce que précisément, quand Bonaparte est devenu Napoléon, Beethoven aurait décidé de changer le titre de son œuvre. Et quant à Köln Concert, d'abord parce que c'est juste beau, c'est un hommage personnel à Jean-Christophe Victor qui adorait Keith Jarrett, et puis enfin, il y a une forme d'improvisation, mais pas complètement.
Et c'est pareil, je trouve que ça fait écho à là où nous en sommes, c'est-à-dire cette espèce de silence autour qui est celui du confinement. C'est très étonnant, cette espèce de calme dans nos villes, dans nos vies, à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur des appartements, ça peut être complètement différent. Oui, ça peut être tragique même. Oui, voilà, absolument. Mais l'espèce de calme et ces notes qui sortent, les oiseaux qu'on entend, ces notes qui sortent du piano de Keith Jarrett, et puis une pseudo-improvisation, mais très harmonieuse en même temps. Donc, il y a une espèce de recherche. Et je trouve que oui, ça fait vraiment écho à ce que pourrait être notre démarche aujourd'hui pour imaginer le monde d'après, comme on le baptise désormais. Ben, si le monde d'après pouvait ressembler au Köln Concert, ce ne serait pas dégueulasse. Donc, merci de cette proposition, Virginie. On la prend avec beaucoup d'appétit. Merci beaucoup, Virginie. Il me reste 2-3 indications à donner. La prochaine fois, donc, on sera le 5, nous recevrons Fabrice Bonifay, qui est patron du développement durable de Bouygues et patron du C3D, qui nous expliquera comment il essaye de faire changer les boîtes de l'intérieur et comment on peut y arriver. Voilà, il racontera son combat de 15 ans et comment aujourd'hui il voit les choses et comment on peut faire avancer les choses concrètement dans l'entreprise. Ensuite, on aura Gilles Boeuf qui nous parlera de biodiversité et de l'impératif de remettre la biodiversité au centre de nos préoccupations et peut-être surtout aujourd'hui parce que aussi cette crise questionne notre rapport à la nature et à la biodiversité. Et puis enfin, nous aurons ça sera le 12 et le 19, nous aurons la chance de recevoir Reza, l'immense photoreporter, qui viendra nous parler de la nécessité de l'art, justement, dans l'écriture du récit et dans l'engagement, et qui sera accompagné du magnifique violoniste Romuald Grimbert-Barré, qui viendra nous jouer du Bach, du Isaïe, etc. Et nous parlera aussi de l'importance pour lui de réinventer son métier aujourd'hui et de la façon dont on peut peut-être défendre plus que jamais la place de l'art parce que les artistes vont probablement beaucoup souffrir dans les temps qui viennent. Donc, comment on peut les aider? Voilà, il me reste à vous dire, donc vous pouvez vous inscrire, je crois qu'on nous a partagé le lien pour s'inscrire. Ceux qui sont inscrits au temps d'intelligence collective, vous avez reçu un mail, on vous envoie à l'instant aussi sur le lien que je vais apparaître. Il faut que vous arrêtiez ce Zoom-là pour aller sur un autre Zoom. Parce que ça, c'est un webinaire. Maintenant, on passe à un modèle réunion avec des salles partagées. Donc, vous cliquez ou vous cliquez sur le mail qu'on vous a envoyé et puis on vous accueille dans, 1-2 minutes. Laetitia va ouvrir la salle et on va travailler sur 4 thématiques autour de la question de la jeunesse, de la radicalité, de la gouvernance et des territoires. Et on vous attend, on est 8 à vous chouchouter dans 2 minutes pour parler pour faire une expérience d'intelligence collective. Merci encore infiniment, Virginie, pour cet apport évidemment très passionnant et profond comme d'habitude. Et puis à tous, à très vite, à dans 2 minutes ou à la semaine prochaine ou ailleurs sur les réseaux. Voilà, bye bye, on vous envoie beaucoup d'amour et faites attention à vous. Salut, ciao.